Bonsoir. Le Cameroun est en plein dans la pandémie due au coronavirus. S'il s'agit en premier lieu d'une situation sanitaire, il convient de noter que celle-ci a un impact considérable sur la société tout entière. Afin de contenir la propagation du virus, des mesures ont été édictées par le gouvernement. Parmi celles-ci, la fermeture des frontières, des écoles et autres lieux de réjouissance. Conséquence immédiate, la réduction de certaines activités, fermeture des entreprises, mise en chômage technique. Et voilà donc la santé qui met l'économie sous perfusion. Et voilà, et une chose est certaine, la pandémie va passer, mais elle va laisser des séquelles. Lorsqu'on sait la place qu'occupe l'économie dans un pays, il est important de penser sa remise sur pied. Alors, comment se relever après une pandémie mondiale, que l'on soit employeur ou employé? Il faut de la motivation, pense l'invité de ce soir. Formateur qui a les clés pour réveiller le pouvoir du leadership qui sommeille en chacun de nous. Il est titulaire d'un master en management international de l'IAE Poitiers, c'est en France, et d'un diplôme en responsabilité sociale des entreprises, de même que le développement durable de l'Institut de la Banque mondiale. Le leadership et le management n'ont donc pas de secret pour lui. Né le 4 avril 1971 à Yaoundé, il est marié et père de 3 enfants. L'auteur du livre The Impact of One, une autobiographie. Il est par ailleurs président, président mondial en 2010 de la Jeune Chambre internationale JCI. C'est un mouvement mondial qui forme et encourage les jeunes à reconnaître leur responsabilité de créer un monde meilleur en leur donnant des moyens de conduire le changement positif. Roland Komen est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, merci pour l'invitation et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous allez bien nous expliquer tout ce que j'ai raconté plus haut là. Alors vous êtes expert en leadership et management des organisations. Déjà, il faut nous expliquer concrètement de quoi il s'agit. C'est une activité qui consiste à accompagner les entreprises, les organisations, parce qu'entreprise, c'est orienté profit, mais organisation, c'est une entreprise, c'est une organisation. Mais on a aussi ce qu'on appelle les non-for-profit, donc les entreprises qui ne sont pas orientées profit, mais qui sont tout de même des organisations, ce qu'on va appeler les ONG. Donc nous accompagnons les entreprises orientées profit, les entreprises orientées, qui ne sont pas orientées profit, à la recherche de la cohésion, de la performance et de l'excellence opérationnelle. Donc voilà grosso modo l'expertise que nous avons et que nous mettons au service de ces organisations. Alors, puisque vous êtes expert en leadership, ça fait 4 mois déjà, parce que c'était le 6 mars. Oui. Nous sommes le 9 juillet. Oui. Le coronavirus est dans nos murs. Tout à fait. Voilà. Donc, nous sommes unanimes. La pandémie a affecté tous les secteurs d'activité, alors tous. Mais est-ce qu'on peut mettre en première victime les employés? Tout à fait. Je pense que s'il y a un secteur qui a été suffisamment touché, c'est le secteur productif, c'est l'entreprise. L'entreprise vraiment a été touchée. Il n'y a aucun secteur qui n'a pas eu cet impact négatif. Et on sait très bien que, et là tu l'as dit en introduction, que l'entreprise est le poumon de l'économie, est le poumon de toute société moderne. Et peut-être pour qu'on comprenne très bien, il y a 3 acteurs principaux dans toute société moderne. Il y a le gouvernement, il y a les entreprises et puis il y a les organisations de la société civile. Et pour le moment, on a vu que les gouvernements ont pris des décisions. Et là, tu l'as dit, mais des décisions qui étaient inspirées de l'OMS. Mais chaque gouvernement a rendu endogène, s'est inspiré des réalités. Mais une chose est sûre, toutes ces décisions avaient pour objectif majeur de sauver la vie. Bien entendu, avec des conséquences de tuer l'entreprise, de tuer l'économie. Parce que dès lors, comme tu le dis, si on demande de ne pas voyager, s'il n'y a pas mouvement de personnes, parce que la plus précieuse des richesses de toute organisation, c'est l'homme. Si l'homme ne bouge plus, tout s'arrête. Ce n'est pas forcément, on peut même dire aux avions, voler, mais s'il n'y a pas de pilote, s'il n'y a pas d'hôtesse, s'il n'y a pas de passagers,
la finalité de l'avion. Donc, du coup, je pense que je suis d'accord avec toi, l'économie a payé le prix le plus cher. Mais il fallait sauver l'homme. Donc, il faut comprendre et soutenir les gouvernements qui ont pris ces décisions. Ouais, c'est pour ça que je demande si les premières victimes, ce sont les employés. C'est-à-dire que dans les sociétés... C'est les employés, puisque l'entreprise, les patrons, c'est 2-3. L'actionnariat, pour une entreprise qui a 1000 employés, le patron ou les actionnaires peuvent être 15-10. Ouais. Donc, c'est vraiment les employés, je suis d'accord. Mais je voudrais parler, dans sa globalité, de l'entreprise. D'accord, vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Comment est-ce que vos employés, eux, ont fait? Est-ce qu'ils sont restés motivés? Du moins, comment sont comportés vos employés face à cette situation? Regarde, dans le métier que je fais, il faut être exemplaire. Et ils sont en train de m'écouter. Et je sais peut-être que tu me suis aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je vais dire, c'est vérifiable. J'ai eu des collaborateurs tout simplement remarquables. Donc, tout ce que je dis à mes gros clients dans le monde, j'ai appliqué. C'était quoi? Première mesure, ce qu'il fallait faire, c'était déjà de respecter les mesures barrières et d'aller en télétravail. Le cabinet, nous sommes 12, ce n'est pas un grand cabinet. Mais par rapport à notre parcours et tout, c'est quand même pas mal. Nous sommes 12 collaborateurs. On a mis tout le monde en télétravail et nous étions au bureau maintenant 2 ou 3. Ça, c'est premier. Deuxième, c'est que rapidement, on s'est mis à nous approprier les applications qui permettent, dont on va parler de Zoom, Google Meet et tout. Il y a une dizaine. Et nous, on a fait 3 séminaires sur l'appropriation de ces instruments, de ces applications qui permettent aujourd'hui qu'on puisse avoir des réunions, des séminaires en ligne. 3, c'est que j'ai demandé à mes collaborateurs, et là, d'abord le responsable financier, quelle était la situation financière de l'entreprise. Il a déclaré, j'ai dit, quand on a fait les calculs, j'ai dit à tout le monde, on peut tenir 3 mois. C'est-à-dire, je peux payer 3 mois de salaire. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de revenus, c'est qu'ils sont témoins, j'ai réussi à faire. Mais le 4e mois... Nous sommes au 4e mois. Alors là, c'est là où la difficulté. Nous avons pu payer que 75% du salaire. Et si ça continue, ils sont conscients. Mais les décisions ont été prises sur une base collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ils connaissent les chiffres. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça qu'ensemble. Mais je n'ai jamais eu le niveau d'engagement. Parce que qu'est-ce que ça a donné? Il fallait se réinventer. Et je peux te dire que mes collaborateurs, on a travaillé pendant le confinement, puisqu'on commençait souvent très tôt, à 8h, et on terminait à 22h, parce qu'il fallait enregistrer des vidéos pour lancer notre plateforme e-learning. La plateforme e-learning nous a pris pratiquement 3 mois et demi, qui sera lancée Dieu aidant, à la fin du mois ou en début de mois. Donc, il y a la création de toute une nouvelle entreprise que nous ne connaissions pas. Chaque fois, on disait e-learning, mais on regardait de loin parce que l'entreprise se portait trop bien. Mais aujourd'hui, c'est une phase d'apprentissage et tout. Et pendant les 3 mois, 4 mois, vraiment, les gars et les filles ont mouillé le maillot. Et là, tu me permets de dire merci à ces collaborateurs-là. Vous pensez qu'ils resteront motivés d'ici si la situation perdure? Non, mais la vérité, et là, si tu me permets maintenant de m'exprimer, peut-être de dire aux autres chefs d'entreprise, chaque fois qu'il y a une transparence et qu'ils sont conscients, c'est-à-dire le chef d'entreprise et les employés sont dans le même bateau. Si le business meurt, je pense que nous sommes tous perdants. Et ça, c'est un message. Il n'y a pas une compétition entre le chef d'entreprise et ses collaborateurs. Donc, dès lors qu'il y a cette confiance et cette transparence, parce que quand ça allait très bien aussi, le patron gagnait mieux. Maintenant que ça ne va pas, il doit davantage aussi faire des sacrifices. Donc, pour dire que s'il y a cette transparence, il y aura cette conscience que, voilà, mais une chose est sûre, on est stressé. Si je dis on n'est pas stressé, c'est faux parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que nous avons perdu 90% de notre chiffre d'affaires, puisque l'essentiel de nos activités sont en présentiel. Or, les mesures barrières sont claires, moins de 50 personnes. Les séminaires qu'on faisait, c'était 300 à 500 personnes par mois dans une salle de la ville de Douala. Et les team building, les sessions, c'était 30, 40, souvent 80. Et les mesures barrières nous touchent énormément. Et puis, donc, du coup, voilà, on a plus de séminaires de l'annulation en mars jusqu'à aujourd'hui. On a eu 2 projets qui sont des réinventions. Donc, on a fait des séminaires en ligne. Donc, on a eu 2 entreprises quand même qui ont accepté de se réinventer. Et la période d'apprentissage n'est pas aussi évidente parce que le changement de paradigme, personne n'a vu venir. Donc, sur les papiers, c'est facile de dire. Mais voilà, si on dit, elle venait chaque fois ici, il y avait l'équipe,
on commence à dire non, c'est de la maison qu'elle va. Même le télétravail chez vous, je pense, ce n'était pas évident. Mais sauf que il y aura un avant. Il y aura un après. Et ça va ressembler étrangement au 11 septembre 2001, où avant le transport aérien, on pouvait entrer dans l'avion avec n'importe quoi et pouvoir abattre l'avion. Et maintenant, c'est pratiquement impossible. Et les mesures actuelles deviennent encore très draconiennes. Donc, ils ont mis tellement... Il y a des systèmes, quand je regarde l'actualité, tels que, je vous assure, il y aura un monde après. Alors, est-ce que vous avez fait comme une espèce de récap des conséquences de la maladie sur l'emploi? Est-ce que vous avez essayé de... On a fait, déjà on s'est inspiré des recommandations du GICAM, mais nous-mêmes on a vu, parce que nous avons une vingtaine de clients qui sont vraiment les plus gros, les multinationales, et je suis très proche d'une dizaine de patrons. Déjà il y avait un niveau de stress jamais. J'ai vu mes clients être extrêmement stressés parce que, contrairement à ce qu'on va penser, on croit que les managers, les grands patrons, beaucoup ne dormaient pas, c'était presque la dépression. Parce que du jour au lendemain, on a quitté d'une activité où on était là à pratiquement zéro. D'autres ont fermé, les hôtels et tout fermé, où il y avait zéro chiffre d'affaires, c'est-à-dire même pas un franc CFA. Et puis, il y avait aussi le fait qu'on était dans l'inconnu. C'est-à-dire le fait de se dire, on ne parvenait plus à se projeter. Or, s'il y a un principe du management, c'est la planification. C'est-à-dire se dire dans 3 mois, dans 6 mois, si là, on ne peut plus planifier. Et là, je pense que tous les grands managers, ils n'aiment pas. C'est ceux qui créent demain. Ils n'aiment pas être dans l'inconnu. Dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans l'impasse même. Donc, et là, il fallait vraiment, moi je pense que, et le fait aussi que d'autres ont pris des décisions très difficiles qui consistaient le chômage technique, parce que la finalité de l'entreprise n'est pas seulement le profit. L'entreprise a une finalité sociale. Je ne pense pas qu'un patron soit content d'envoyer 20, 30, 40, 50%, d'autres même 100% des employés au quartier. Personne ne peut le faire de gaieté. Dans tous les cas, les clients que j'accompagne, beaucoup étaient malheureux. Et je pense que d'autres ont suivi mes recommandations qui consistaient à ne pas prendre des décisions sans associer les employés. Et quand ils l'ont fait, ils étaient surpris de voir que certains employés étaient prêts à faire des sacrifices. Parce qu'il faut dire la vérité et montrer les chiffres. Je pense qu'à partir de là, les gens, parce qu'il faut responsabiliser les employés. Ce ne sont pas des enfants, c'est des chefs de famille, c'est des femmes responsables et tout. Il faut donner les chiffres. Donc si on cachait les chiffres, c'est là où il y a un souci. Mais si tu donnes les chiffres, à partir de là, ils vont comprendre qu'il y a un ensemble de sacrifices qu'on doit faire. Mais une chose est sûre, il faut préserver l'emploi. Mais si le patron donne les chiffres et l'employé se rend compte qu'il est extrêmement exploité, est-ce que... Bon, là, ça veut dire qu'au départ, c'est pour des entreprises où les principes de management, de transparence étaient absents. Là, il y a un souci dont le mal est plus profond. Je parle des entreprises modernes qui se respectent et qui veulent s'inscrire dans la performance et la pérennité. Il faut à tout prix. L'employé est un acteur majeur de la réussite de cette entreprise. Mais dans ces conséquences-là, les conséquences du coronavirus sur l'emploi, quelles sont celles qui sont un peu plus en avant que d'autres? Je veux dire, en dehors peut-être des chômages techniques et autres. Qu'est-ce qui est vraiment, qui revient le plus, qui est récurrent? Je pense, en termes de secteur d'activité, on a vu tout le secteur touristique, tourisme, dont restaurants, hôtellerie et tout, puisque l'une des mesures étant la distanciation. Donc, même si tu avais les revenus, aujourd'hui, tu dois faire attention par rapport à la santé. Parce que n'oublions pas, il faut encore rappeler aux téléspectateurs, le coronavirus tue. Donc, c'est une réalité. Ce n'est pas la blague. Donc, à partir de là, on a peur parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. On a beau dire, on est prêt, on prie, mais si la mort, on dit, il y a la mort ici, on fuit. Donc, pour dire qu'à partir de là, ce secteur a été... On a aussi le secteur de l'éducation qui a été sérieusement touché. On a vu que, bon, c'est vrai, quand je regarde les universités, les écoles, il fallait arrêter. Et si peut-être les pensions n'avaient pas été payées, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et on peut aussi dire que les secteurs du transport, mais le gouvernement camerounais a rapidement rattrapé, du moins. Mais on avait vu, mais le transport aérien, c'est complètement, pour le cachement un peu sur l'avion, là c'est fermé. Mais le plus gros challenge était beaucoup plus au niveau sur le plan psychologie. Donc, même quand ton entreprise ne t'avait pas mis en chômage technique,
tu commençais à être stressé. On a vu avec un de mes plus gros clients qui n'a mis personne dehors, mais il se disait, est-ce que cette histoire va durer? C'est-à-dire, si pendant 1, 2, 3, 4 mois, il y a le chiffre, d'autres étaient à une perte de près de 75-80% du chiffre d'affaires, comment ça va se passer? Est-ce que le patron va éternellement payer? Et au moment, on va ça. Puisque si on ne produit pas, et le fait aussi que les usines soient fermées. Donc à partir de là, je pense qu'il fallait tenir un type de discours aux employés, parce que le stress étant là, la crainte, la peur non seulement de mourir, mais la peur que l'entreprise aussi puisse fermer. Alors, on va parler un peu des employés, l'impact un peu sur les employés. Je vais présenter quelques situations et vous allez nous donner des astuces puisque vous êtes expert en leadership, je le rappelle encore. Si. Alors, vous avez face à vous un employé qui vient d'être mis en chômage technique. Chômage technique, c'est un joli mot qu'on utilise, mais très souvent, on ne veut pas dire qu'on l'a licencié. Tout à fait. Comment est-ce qu'il fait? Comment il se remet debout? Ouais, là, je pense que c'est des situations très très difficiles. Donc ce qu'il faut faire rapidement, s'il est marié, c'est de dire, parce que dans les sphères de motivation, et là, tu t'attardes sur l'emploi, qui est la carrière, ce qui est normal. Mais dans mon livre de Impact of One, je parle des baromètres de succès. Il y a la carrière. Donc ce qui vient de se passer, c'est l'impact sur le plan de la carrière, qui est une véritable source de motivation. Mais il y a la famille. Deuxième source de motivation, c'est la famille. S'il est marié et que vraiment il a un ménage où il y a l'harmonie et tout, je pense que ça peut être un système de soutien. Parce que là, maintenant, il a besoin d'être valorisé, il a besoin de parler, il a besoin d'être rassuré que ce n'est que des périodes difficiles, que la vie, c'est des hauts et des bas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, et là, on verra que le partenaire peut, mais l'enfant aussi. Les enfants sont des éléments de motivation extraordinaires parce que même quand tu peux être ici à STV, il peut y avoir des moments où tu n'es pas contente. Peut-être un collaborateur, un chef qui t'embête. Mais quand tu vas penser à l'enfant, et beaucoup vont le dire, les mamans le disaient, je suis dans un mariage, vraiment c'est pour mes enfants, j'ai dit n'importe quoi. Mais ça se dit beaucoup. Donc pour les enfants, il y a des choses qu'on est prêt à faire. Et même pour le papa, il va se battre, peut-être balayer, faire des choses parce qu'il sait que sa vie, à lui seul, a un impact sur la vie des autres. Donc, toute décision, toute action qui va mener à un impact. Donc, à partir de là, deuxième élément, pilier de motivation, ce sera la famille. Pour vraiment, parce que les enfants, il y a la paix à la maison. Troisième élément, ce sera les amis. Donc, c'est là où on va voir. Est-ce que, et je dis toujours aux gens, il ne faut jamais, parce qu'on a eu une carrière professionnelle extraordinaire, couper les ponts. Et mes camarades qui me suivent savent que ce soit les camarades du lycée bilingue de Boya, le lycée technique de Douala Koumassi ou centre universitaire de Douala, vraiment, je ne m'amuse pas à être très présent, malgré mon emploi du temps, parce que c'est l'amitié, ça ne finit jamais, c'est quelque chose de sacré. Il y a des amitiés qui sont au-delà même de la fraternité. Et là, si tu avais des amis, ils peuvent. Un ami peut t'aider, une amie peut t'aider. Donc, les amis. Maintenant, quatrième baromètre aussi qui peut aider, c'est l'engagement dans la communauté. Ça veut dire dans ta communauté où tu étais. Tu résidais à Stécic ou à Bepanda. Est-ce que tu étais actif? Qu'est-ce que tu faisais pour les autres quand tu travaillais? Donc sinon, parce que là, si tu étais, la communauté va t'accueillir. Et enfin, la vie spirituelle. Je finis par là, mais le plus important. Il est important, l'être humain, la partie physique, rien que tu vois, ne représente pas les 1/8 de la capacité que nous avons si on a un engagement spirituel. Donc c'est là où maintenant, tu dois, et beaucoup on a vu, prenons le cas, on est dans un avion, qui veut presque cracher. Tout le monde dit Dieu. Pour les chrétiens, Jésus, les musulmans, Allah. C'est l'une des, j'ai dit plusieurs fois, j'étais dans des avions où j'ai eu l'impression qu'on n'allait pas atterrir. Donc, pas une fois, pas deux fois, puisque je suis à peu 95 pays visités en tant que président de la Jeune Chambre. Donc, j'ai voyagé. Et il m'est arrivé de croire qu'on n'allait pas atterrir. Dans des vols pénibles, difficiles. Et c'est là où tu vois, tout le monde devient humble. C'est 10 ans ici, Jésus ici, Allah et tout. Donc, par rapport à cette difficulté, ça peut permettre à cet employé de se rapprocher maintenant de son créateur. Et là, voilà les 5 sources de motivation qui peuvent aider cet employé qui vient d'être mis en chômage technique. Voilà
sur ça. Et sur les seins, un pilier peut être plus fort pour mon cas. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de l'argent. J'ai dit bien la carrière a pris un coup et je savais, parce que ça peut, même le chef d'entreprise qui est multimilliardaire, demain peut être pauvre. On a vu par rapport à cette crise. Et peut-être tu vas arriver sur les employés donc, mais ça peut être la maison, ça peut être ton enfant qui devient ta source, qui te dit papa, ça va aller, tu es mon champion. Rien que ça, tu vas te battre et te réinventer. Donc, je dirais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et ce n'est que des moments très difficiles et tout est passager. Malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours. Effectivement. Voilà. Alors, je prends maintenant le cas où le salaire est non seulement réduit, oui, mais il ne vient plus de façon régulière. Tout à fait. Maintenant, je dis bien, et là, peut-être qu'on va arriver, s'il faudra aussi dire quelque chose pour les patrons. Tout, c'est une question de transparence. Aux employeurs. Oui, tout, c'est une question de transparence. J'ai dit, si je prends le cas de mon entreprise, je n'ai pas de souci. Vraiment, même off, je pourrais vous inviter au cabinet, vous pourrez discuter avec certains de mes collaborateurs, je peux le dire à la télévision, c'est eux-mêmes qui ont décidé, même puisqu'ils connaissent l'erreur. Et je dis toujours, je ne sais pas pourquoi on veut cacher les chiffres. Il n'y a rien à cacher. Quand il y a la transparence, vous voyez que les choses deviennent faciles parce que lui, il saura pourquoi il a eu 50% de salaire. Il saura pourquoi il n'y a pas de salaire. Mais si par contre, le patron vit une vie extraordinaire, et que les gars, mais il y a un souci. Ils vont se dire, ah, mais le patron, lui, il a tout, il voyage, il a un congé en Europe, sa famille et tout. Et comment se fait-il que nous? Donc, c'est là où, mais s'il y a une transparence et qu'il y a ce que j'ai appelé un management participatif et l'intelligence collective, tu mets les collaborateurs devant les responsabilités. Ils-mêmes ils vont regarder et dire, ok, je pense qu'on peut, parce qu'il y a une réalité. Mais s'il n'y a pas la transparence, du coup, voilà, il y a une opportunité d'une mauvaise interprétation. Et la plupart du temps, chacun va tirer la couverture de son côté. Donc, je dirais encore qu'il sera important. Et même maintenant, parce que là, tu me demandes de parler à l'employé. Il dit toujours aux employés, c'est dommage de détester son patron ou de détester son entreprise. Il y a le karma, je crois au karma. Parce que même quand prenons le cas, tu as STV et tu te dis non, je vais juste te donner 50% parce qu'on ne me paye pas bien. Même si demain tu partais et que tu créais ta télévision, je dis n'importe quoi, ou ton projet, si tu trichais, si tu donnais que 50%, ça devient une habitude. Donc même quand tu seras dans ton projet, tu ne vas pas vraiment donner le maximum. Donc du coup, même quand tu penses, où on pense qu'on t'a puni. Je pense l'école est un apprentissage. La vie est un apprentissage. Et il est important de tirer des leçons. Chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage. Et si on est dans cet état d'esprit, on verra que tout ce qui nous arrive, comme on le dit pour ceux qui ont un engagement spirituel ou chrétien, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, il faut vraiment le dire. C'est une philosophie qui peut t'aider à transcender et à faire face à des frustrations, à des injustices incroyables. Et ça te permet d'avancer. Donc, je vais dire à l'employé, malgré ça, continue à être professionnel. Fais ta part, comme on dit au quartier. Fais ta part. Fais vraiment ta part. Et je n'ai aucun doute qu'il y aura une possibilité d'un avenir proche, une opportunité, où tu pourras mieux maintenant mettre en avant tes compétences, tes talents et tout. Et si dans cette ambiance liée au coronavirus, l'employé se retrouve en train de devoir faire quelque chose, je veux dire, l'employeur lui demande de faire quelque chose qui ne semble pas bien. Oui. Qu'est-ce que lui, l'employé, doit faire en ce moment-là? Est-ce qu'il fait ce que l'employeur a dit pour garder son métier? Ou alors, il fait son professionnel et perd le travail et toutes les conséquences qui viennent avec. Non, maintenant, il y a ce qu'on appelle le système des valeurs. Alors, je vais expliquer. Il y a des personnes qui ne vont jamais travailler pour un type d'entreprise. On a beau dire coronavirus, crise mondiale, il y a des personnes, de par les valeurs, ceux en quoi ils croient, ils disent, je ne peux pas être dans tel secteur d'activité. Ça existe. J'accompagne des jeunes, peut-être... Tu l'as mentionné, j'accompagne des jeunes, j'ai une académie de leadership depuis 9 ans, où 100 jeunes chaque année, pendant une semaine, nourris, logés, habillés, formés.
par le cabinet Goya d'Africa, donc je connais ce que les jeunes pensent. Et j'ai été impressionné par des profils de jeunes qu'on ne peut même pas imaginer qu'ils existent encore sur le continent africain. Il y a des jeunes hommes et femmes dans mon pays et en Afrique qui ont des valeurs, qui te disent pour telle entreprise, par rapport à telle valeur, moi je ne peux pas travailler là-bas. Incroyable. C'est pas qu'ils ont... Et ça veut dire que si le patron te demande de faire quelque chose qui est contre tes valeurs, moi je ne veux pas t'encourager. Mais si peut-être on te dit, maintenant tu balayes le sol, alors que d'habitude tu étais peut-être au service informatique, ça n'a rien à voir avec les valeurs. Donc un peu d'humilité à l'employé. Il faut travailler. C'est le professionnel, il faut travailler. Mais si on te dit de voler ou de tricher et que ça c'est contre tes valeurs, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Quitte à perdre son emploi. Quitte à perdre son emploi. Et qu'est-ce qu'on va dire à la maison? Parce que quoi qu'on fasse, même s'il y a harmonie et tout, à un moment... Parce que vous croyez que... Oriane, tu crois que l'homme est essentiellement matériel. L'homme, ce n'est pas seulement le ventre. Hein. Oui, je veux dire, à côté de ça, c'est pour ça que je dis, même s'il y a harmonie, à un moment, si on ne peut plus, si on est malade, on ne peut pas aller à l'hôpital, si on ne peut plus manger, ça commence à être tendu. Et la vérité, c'est qu'on commence à être malade dans la tête. Voici ce qui se passe. La plupart du temps, nous sommes très pauvres. Hein, et je suis triste de dire qu'on est pauvre parce que la pauvreté est même une pauvreté d'esprit. Chaque fois qu'on sera dans une démarche d'envie, moi quand je vois Oriane, je suis fier de toi, je suis content de ton succès. Mais en aucun moment, dans mes rêves fous, je veux ta place. Ou l'envie et tout. C'est là où les problèmes commencent. C'est parce qu'il n'y a pas une paix intérieure. Et je le dis parce que maman, je veux qu'elle m'écoute parce que j'ai vu une dame se marier maman, à 14 ans et faire 10 enfants, nous élever avec beignets haricots, mais avoir un niveau de dignité incroyable. Elle disait toujours, vous savez, mon fils, on dit les femmes font la prostitution parce qu'elles n'ont pas de choix. Elle disait non, on peut faire autre chose. Dans la vie, on a des choix. Et donc, ça dépend des éducations. Et là, ça n'a rien à voir avec le coaching. Hein. Je parle de ma maman, des valeurs et tout. Elle est vivante. Incroyable. Donc, pour dire que, sincèrement, au nom du matériel, les gens vont faire des choses bizarres et justifiées par... Non, je pense que... et j'aime toujours poser cette question à certains des clients que j'accompagne. Quelle est la dernière chose que tu ne souhaiterais pas perdre? Et la réponse à cette question peut me dire le type de personne que tu es. D'autres vont te dire, je ne veux pas perdre ma maison, ma voiture. Quelqu'un va te dire, je ne veux pas perdre sa réputation, sa dignité, son âme et tout. Il y a des gens vraiment, et je dis encore, qui sont fauchés. Hein. Regarde, je ne parle pas des gens des jeunes que j'ai, mais toujours, il y a des personnes qui sont des hommes et des femmes de valeur. Ça existe. Et qui, voilà, qui peuvent pas et qui ne vont pas se compromettre. Comme quelqu'un disait, même choisir de ne pas choisir, c'est un choix. C'est un choix. Alors, vous en tant qu'expert en leadership et management des organisations, dont maintenant on va parler des employeurs. Ouais. Comment est-ce qu'ils devraient se comporter pendant cette période? Merci. J'ai développé au niveau du cabinet un module qui est très très couru. Le leadership d'impact en période de crise. C'était adressé essentiellement aux chefs d'entreprise, surtout à mes clients, parce que j'avais vu, quand j'ai vu la panique et tout, ce qu'ils doivent faire, premièrement, c'est de refocaliser l'entreprise au niveau du cœur du métier. Parce que beaucoup s'étaient dispersés. Et même notre cabinet, il y a plein de choses qu'on faisait parce que ça se portait bien. Donc avec la crise, c'est de se refocaliser le cœur. Si c'est le cas de STV, pourquoi on ne cite pas les clients STV, peut-être on rentre sur l'essentiel. Pourquoi STV a été créé? Quelle est la raison d'être? Quel était le purpose? Quelle était la vision, la mission et les valeurs? Et c'est d'avoir cette conversation avec soi-même. Et là, on verra en un. Deux, c'est d'être exemplaire. L'exemplarité, c'est dire, au moment de la crise, ne pas tenir un discours qui n'est pas cohérent en disant, les gars, serrons la ceinture. Vous-même, vous voyez. Mais pendant ce temps, ton rythme de vie n'a pas changé. Les mêmes dépenses, parce qu'ils voient tout. Donc, et toi, tu dis, les choses sont extrêmement difficiles, mais ton rythme de vie, et c'est toi qui fuis, tu dois être là. C'est-à-dire, si tu dis, les gars, ils ont besoin de voir le leader, de sentir le leader. Et ça, c'est 2. 3, c'est d'inviter, c'est ce que j'ai appelé le management participatif.
de rapidement, il a fait ce qu'on appelle les brainstorming, les remue-ménages en français facile. Brainstorming, c'est de mettre les brains together et dire, les gars, voilà la situation. Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos craintes? Quelles sont vos attentes par rapport? Quelles sont vos aspirations? Comment vous voyez l'entreprise? Parce que là, le bateau, c'est en train de... Et là, il y a la dignité, mais il y a l'humilité. Je t'assure, tu seras surpris que les idées viendront des personnes que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est ce que beaucoup ont fait dans cette conversation. Et en 4, c'est de dire aux collaborateurs, malgré le fait qu'on soit en période de crise et que peut-être le business est au niveau le plus bas, gardons le même niveau de rigueur, le même niveau de professionnalisme. Parce que ce n'est que passager. C'est un peu comme un avion. Je prends tout l'avion. Il y a des moments où ça secoue. Mais on finit par atterrir. On va arriver. Imagine alors que quand ça secoue, le pilote fuit. Ce n'est pas quand ça secoue. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle même. Il dit aux passagers, chers passagers, nous sommes en train de traverser une zone de mais turbulence. Soyez rassurés. Quand il parle comme ça nous rassure. Même si peut-être c'est tellement grave, tu te dis, le commandant, il a parlé, vraiment, mais ça va. Et 9 fois ou bien 10 fois sur 10, pour mon cas, je suis encore vivant, je n'ai pas encore fait le crash, ça marche. Pourtant, ça secoue. Mais imagine qu'il ne nous parle pas. Il y aura une panique, mais le fait qu'il nous parle, ça nous rassure. Et je voudrais que les leaders, les chefs d'entreprise, c'est là le leadership, qu'ils puissent parler. Et enfin, c'est de rapidement se réinventer. Puisqu'il y a une pandémie qui a eu un impact et qui va changer le landscape totalement, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut changer. Il faut se réinventer. Ce que j'ai appelé les 4 zones. La première zone, quand tout se passe bien, c'est la zone de confort. On venait tous les jours à STV, ça allait, il y avait les publicités, le salaire. Maintenant, il y a la crise. Et une crise même en plus qui est sanitaire. Donc la peur de mourir, la peur parce qu'on perd les amis, les oncles, ça tue. Mais la peur aussi que l'entreprise va fermer, donc on est dans la peur. Peur, maintenant, ça crée stress, détresse. Si on était en Occident, d'autres se suicident. Dieu merci, en Afrique, on ne connaît pas ça. Donc, next step, c'est la zone d'apprentissage. C'est de se dire, par rapport à cette crise, qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles sont les leçons à tirer? Quelles sont les nouvelles compétences que j'ai besoin, que l'organisation, l'entreprise a besoin pour pouvoir affronter? Et quand on a déjà terminé la zone d'apprentissage, dont on a tiré des leçons de ce qui se passe, on passe maintenant à la 4e zone, la zone de croissance, d'innovation et de création. C'est-à-dire, on s'est dit, les choses ne seront plus comme avant. Il y a la distanciation sociale, il y a des événements, on dit moins de 50, il y a le fait qu'on ne peut plus se saluer sur le plan. Donc il y a tellement, et quel est l'impact que ça a sur notre industrie? Et quand on fait ça maintenant, on sort. Est-ce qu'on fait innovation continue? On améliore ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait une innovation adjacente? Parallèlement à ce que STV fait, est-ce qu'on crée d'autres médias à côté? J'ai dit n'importe quoi, web et tout. J'ai dit n'importe quoi. Ou alors, on fait une innovation de rupture. On ferme, on réinvente. Donc, et ça, je t'assure, hein, beaucoup de mes clients et nous-mêmes, on l'a fait. Et ça fait que, par contre, on n'est pas encore sorti. Mais je t'assure, tous les collaborateurs ont l'espoir. Parce qu'on peut faire 40 jours sans manger et ne pas mourir. On peut même faire aujourd'hui 28 minutes dans l'eau et ne pas respirer, ne pas mourir. Mais on ne peut pas faire une seconde sans espoir. Dès qu'il n'y a pas espoir, c'est là où c'est la catastrophe. Donc il faut toujours qu'on garde l'espoir. L'espoir est le pilier du monde. Tant qu'il n'y a pas espoir, c'est là. C'est pour ça que tu as dit le collaborateur qui a perdu l'emploi. S'il n'a pas l'espoir, c'est la dépression. Mais s'il y a l'espoir que je peux rebondir, il sera différent. C'est pour ça que tu verras 3 collaborateurs perdre l'emploi. Un an après, un est mort. D'autres, vraiment, dépression et tout, il n'a pas pu s'en sortir. Et puis, 6 mois après, l'autre a rebondi. Mais comment il a fait? Parce que les fameux, revenons au début de notre entretien, les 5 piliers, je t'assure, ne banalise pas ça, regarde ça bien, et même par rapport à toi, si tu regardes bien, c'est des piliers. Moi, je dis, c'est sur la base des expériences personnelles. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème en tant que chef d'entreprise, que je n'ai pas de challenge. Mais comment, pour ceux qui me connaissent, ils disent, mais Roland, tu as tout. Même mes clients disaient, mais comment tu fais? Les clients, parce qu'ils savaient ce que j'avais perdu. On a des contrats en centaines de millions annulés. Mais ils se disent, mais chaque fois, c'était moi qui appelais,
demande comment ça va au client. Est-ce qu'il faut faire ça? Un de mes clients, il va rire parce que la semaine passée, il m'appelle. Il me dit, Roland, je pense qu'il faut qu'on te fasse un autre petit contrat. Parce que depuis 3-4 mois, tu as passé le temps à nous accompagner. Est-ce que toi, ça va? Je dis, mais ça va. Est-ce que ça va? Je dis, ça va. Et c'est matter of mindset. C'est même pas que financièrement, est-ce que ça va? Ça ne va pas. Je t'ai dit, en début d'émission, nous avons perdu plus de 90% de notre chiffre d'affaires. C'est énorme pour une PME qui fait peut-être 200 millions par an. Donc, c'est énorme. Et pour notre activité, c'est les 4 premiers mois qu'on fait 65 à 70% de notre chiffre. Puisque nos entreprises, pour l'activité, c'est ce qu'on appelle les retraites stratégiques. En début d'année, les entreprises viennent nous voir et on élabore des activités d'alignement stratégique. C'est-à-dire comment ils vont planifier l'année, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le long terme. Donc, ils le font les 3-4 premiers mois. Voilà que, à peine on avait commencé, Corona est venu. Et donc, même si maintenant Corona part, notre activité, donc c'est perdu, ça ne va pas revenir. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas sourire, que tu ne vas pas m'inviter à l'émission, je ne coupe pas pour venir. C'est une opportunité. Donc, non, ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Et ça, il faudrait moi, je voudrais que ce soit un peu la philosophie qui doit nous guider et qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. But no matter what, the show must go on. On continue le show. Ouais. Alors, on a l'impression aussi que certaines entreprises, on va un peu revenir sur les chômages techniques, tout à fait, ont profité donc de cette situation pour se débarrasser de leurs employés. Ouais. Est-ce qu'ici, il faut s'attaquer à la ressource humaine et pas au problème en lui-même? Je pense que l'entreprise aussi est un monde très difficile, hein. Je le dis parce que toi, tu es en entreprise, c'est une entreprise. Donc, ce n'est pas le bisou partout. Il y a des intérêts, il y a des conflits latents, des conflits ouverts. Et voilà, à la guerre comme à la guerre. Je suis sûr, je ne serais pas surpris qu'il y a eu des chefs d'entreprise qui ont profité pour régler définitivement les comptes. Mais je ne peux pas faire un commentaire plus que ça en disant c'est la réalité de la vie et c'est la dure réalité des entreprises. Bon, maintenant, parce que le gars a tous les moyens juridiques et tout, donc ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Quand tu as me dit le chômage technique est une façon déguisée, mais je continue à penser à la bonne foi en me disant que pour un employé qui est professionnel, qui est extrêmement compétent, qui est comme mon œuf, comme on dit au quartier, si tu es un Samuel Eto'o, bon, tu vas marquer le but. Donc, ce qu'il essaie de dire, c'est pour ça qu'il faut être bon dans ce qu'on fait. Et ça fait qu'on va beaucoup hésiter avant de prendre une décision comme ça. Et c'est là où maintenant, je dis toujours aux employés, ton destin est entre tes mains. Et oui, pendant cette période, on a profité pour aussi faire partie, peut-être ceux qui avaient des problèmes d'attitude, qui embêtaient. Et là, on profite. Je sais, je suis d'accord. Mais la faute à qui? Alors, quel est le style de management à adopter pendant ce type de situation, pendant ce type de pandémie? Bref, de situation, pas forcément de pandémie. Oui, nous sommes en situation de crise. Je vais beaucoup encourager le management participatif. C'est-à-dire, de plus en plus, en période de crise, les organisations sont des démocraties et non des dictatures. Parce que le chef, à lui seul, n'a pas toutes les clés. Il n'a pas toutes les clés à lui seul, sincèrement. Et ça ne retient en rien le fait que ce soit ton entreprise, que ce soit le patron. Il faut avoir cette démarche d'humilité, de pouvoir dire la vérité, que ça ne va pas, nous sommes en difficulté, et de donner la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer. Est-ce qu'ils ont des idées? Et c'est là aussi une possibilité de sortir les projets dans les tiroirs, parce que peut-être il y avait des projets qui dormaient, et de pouvoir maintenant regarder de près, attends, mais Oriane nous faisait des propositions par rapport à entretien ou bien par rapport à tel magazine, il y avait tel, peut-être c'est le moment maintenant de sortir le projet sur le magazine de la santé, et peut-être c'est le moment de sortir peut-être un projet sur l'accompagnement des PME. Il y avait tellement de projets que peut-être on ne faisait pas parce que bon, ça allait bien, maintenant ça ne va pas. Donc je pense que c'est le management participatif et ce que j'ai appelé aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire la somme des intelligences des collaborateurs, ce qu'on appelle la synergie 1 plus 1 égale 3. Les gens sont surpris. 1 plus 1 égale 3, ça veut dire quoi? J'ai mon idée. Oriane a son idée. Ton idée est mon idée.
Pourquoi ça fait 3? Parce que mon idée reste, ton idée reste, et la somme de nos deux idées accouche une troisième idée. C'est ça la puissance de la synergie. Et le proverbe africain le dit très bien, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Or, le but des entreprises, c'est d'aller loin. Puisque vite, si tu dois aller vite et aller t'arrêter, et que ça ferme, le but, c'est d'aller loin. Donc, c'est d'encourager le management participatif et puis l'intelligence collective. Pour moi, c'est l'association de ces deux types de leadership et management qui vont aider le chef d'entreprise à s'en sortir à cette période de crise. Il peut revenir encore quand les choses sont stables, peut-être, mais pour le moment, je pense, j'encouragerais, et d'ailleurs tous mes clients, ça a été des recommandations et les résultats sont assez encourageants. Mais est-ce que dans le cadre d'une entreprise comme celle-ci, oui, où en général c'est du commercial qu'on vit, tout à fait, sachant que les entreprises aussi qui viennent faire la publicité ici sont en difficulté, comment on fait dans ce modèle-ci? Dans ce modèle-ci, c'est rapidement, comme je l'ai dit, il faut une session de brainstorming. Je ne connais pas le cas de SVC, ça s'est passé. Il faut rapidement, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que le management doit rapidement, le top peut commencer la conversation, les sessions de brainstorming. Et demander aussi, moi ce que j'ai fait, on a écrit à tous nos clients en se disant, pendant cette période, nous on vous offre des modules gratuits. D'ailleurs, à STV, j'ai remis des programmes TV gratuits, au moins à 4 télévisions, même à l'intérieur. J'ai remis. D'autres ont diffusé des modules qui sont payants, c'est-à-dire des impacts qu'on payait pour. On a enregistré et j'ai offert. Est-ce que j'ai appelé la responsabilité sociale des entreprises, la RSE? Et tu l'as dit, j'ai un diplôme en ça. Donc, pour dire, c'est le moment où les entreprises, comme par exemple le cas de S, pouvaient faire un RSE. C'est-à-dire, dire aux entreprises, je vous offre des espaces. Puisque nous sommes tous en difficulté, voici ma contribution. Ça fait un geste. C'est pour ça que je dis, un client m'a appelé pour me dire, Roland, comment tu fais? Comment un client va... Il m'appelle, mon client. Il me demande comment tu fais. Et ensuite, il me dit, bon voilà, je vais te faire un contrat. C'est-à-dire, en dehors du gros contrat qu'on avait, qu'on ne peut plus, puisque je ne peux plus faire des présentiels et tout, je suis d'accord que ça s'arrête, puisqu'on ne peut pas faire 50. Or, je faisais des séminaires avec eux de 100, 150 tous les mois. On ne peut plus. Il me dit, mais comment on fait? Pourquoi il le dit? Parce que pendant la période où on est en difficulté, je n'ai pas cessé d'apporter mon expertise de façon bénévole au cabinet l'a fait. Et en retour, sa conscience, et comme les choses, parce que mine de rien, les choses sont quand même en train de revenir. C'est-à-dire, on peut pas, ce n'est pas, si on avait fait cette émission ça 3 mois, je ne parlerais pas comme ça. Donc, les choses commencent, puis à la fin du mois, on aura nos premières sessions réelles, mais en respectant les mesures barrières, en créant des jeux qui vont éviter des rencontres physiques et tout, puisque nous sommes trop dans les team building, donc on a inventé des nouveaux jeux qui vont beaucoup plus faire appel à l'intelligence et tout, mais qui sont tout dans les team building. Mais ça ne sera plus le contact, parce que nos jeux étaient vraiment... il y avait trop de contact physique. Il faut revoir tout ça. Et à la fin de ce mois, on a notre premier séminaire en présentiel après 4 mois. Donc pour dire que là, je pense que le pic sur le plan économique, je sais que tu as reçu des médecins ici, le pic sur le plan de l'économie a été atteint et que maintenant on ne peut que commencer à remonter la pente. Donc moi je pense, gardons l'espoir. Et pour vous, peut-être vous aurez pu faire quelque chose aux clients. À vos clients habituels, c'est-à-dire qui sont ce qu'on appelle les 20-80, donc les 20% de vos clients qui font 80% de vos chiffres d'affaires. Vous donnez quelque chose sur le moment et ils ne pourront qu'être reconnaissants. Parce que quand les choses vont revenir à normal, ils vont dire, ok, je pense, Steve nous a accompagnés, parce qu'on reconnaît aussi les amis, les vrais amis, c'est quand on est en difficulté. Quel est le discours qu'il faut pour motiver les collaborateurs? C'est un discours d'espoir, mais aussi un discours de franchise, de dire la vérité au niveau des chiffres. Je ne fais qu'insister, parce que l'entreprise, c'est les chiffres. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas blablabla. C'est les chiffres. C'est de dire, bon voilà, on a fait tel chiffre. Par rapport à l'année passée, voilà le chiffre. Donc, voilà le chiffre. Le financier va dire, comme pour vous, c'est pas, les recettes, c'est là. Donc, vous connaissez. Ça ne cache pas ça. Et c'est ce discours franc, mais c'est aussi un discours d'espoir. On ne peut pas être un chef d'entreprise, un leader, et ne pas vendre l'espoir. Ce n'est pas possible. Donc, il faut tenir ce discours d'espoir. Et enfin, il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Il faut un changement de paradigme.
Et se réinventer, c'est de se dire que les choses ne seront plus comme avant. Donc c'est valable même pour le chef d'entreprise d'innover. Et l'innovation sera, aujourd'hui, c'est même plus, ça sera une valeur pour toutes les entreprises, l'innovation. Or, il y a des entreprises qui étaient, oh, ça marchait toujours, j'ai toujours fait comme ça depuis 30 ans et tout. On a vu aujourd'hui. Donc il faut carrément, parce qu'il y a des restrictions sur le plan légal. Quand le gouvernement dit, il n'y a pas ça, donc tu ne peux pas. Si tu fais, tu seras puni. Et aussi des restrictions sur le plan psychologique, comme j'ai dit. Donc, du coup, il faudra se réinventer. D'où les possibilités d'intégrer le digital. Donc, il faut une transition digitale obligatoire pour la plupart des entreprises, mais aussi la démarche QHSE. Je sais que souvent, tu as eu à couvrir mes événements au GICAM, la démarche QHSE, donc la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. C'est très important. On verra que les entreprises qui étaient dans cette démarche n'ont pas du mal à lavage, distanciation, ils avaient déjà. Mais la plupart du temps, c'est un PME qui croyait que la démarche QHSE, c'est pour les riches ou bien c'est pour les blancs, comme on dit. Non, c'est quelque chose qui doit sauver, qui peut sauver. Et là, maintenant, la COVID-19 est venue nous amener là. On n'a plus de choix. On doit intégrer, pour moi, ces deux éléments. Et puis, comme j'ai dit, l'innovation. QHSE, digitalisation, et innovation. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Donc, le coronavirus a certainement quelque chose de bon. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de bon de cette pandémie? Je pense sur le plan individuel, de l'individu, pas l'organisation. Ça aussi. L'organisation après. Après, de l'individu, ça a permis qu'on revienne à l'essentiel. Et que finalement, qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Je pense que chacun d'entre nous a perdu un proche, un parent et tout. Le Cameroun a vraiment perdu. Les Maniti Bango et tout. On a des médecins qui sont décédés. Et ça, vraiment, et ça remet un peu les choses en perspective. Ça a aussi permis d'être un peu humble. Et c'est dit finalement, on n'est pas le maître de tout. Et ça, je le dis parce que je suis coach. Et souvent on dit, non, finalement, on ne maîtrise pas tout. Je le dis parce que de janvier jusqu'à début mars, nous avons accompagné 5 grandes entreprises dans la planification stratégique. L'une des plus grosses banques de mon pays, la plus grosse entreprise agro-industrielle de mon pays, la plus grosse entreprise de l'audit de l'Afrique. Mais on n'a pas parlé, Oriane, on n'a pas parlé coronavirus. J'ai revu tous les documents. Je parle de janvier jusqu'à... Pourtant, la Chine était... Je reprends tous les documents de planification. Quand on faisait les SWOT analysis, l'analyse SWOT, c'est évaluer les forces et forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et nous, au cabinet, on a un plus qu'on appelle le ERIC. Je pourrais peut-être à la fin de l'émission donner ça comme cadeau pour les autres chefs d'entreprise. Et quand on parlait, c'était crise NOSO, crise nord et sud-ouest, crise sociopolitique, parce que le Cameroun, c'est très tendu, crise économique et tout, mais vraiment. Et puis, des menaces spécifiques au marché de clients. Mais je vous assure, on n'a jamais parlé. J'ai repris tous les documents. On n'a pas parlé du coronavirus. Pourtant, c'était déjà en Chine. Et je parle des entreprises multinationales. On n'a pas parlé comme menace. Ça, il faut qu'on ait cette humilité. Ça veut dire que il faut aussi qu'on soit un peu humble. On n'est pas maître de tout. Et l'une des leçons aussi de cette pandémie, ça permet aussi d'être très proche des familles. Ceux qui étaient toujours en train de courir, au moins on s'est calmé un peu. Et puis on n'est pas mort pour dire que la vie, c'est pas seulement courir. Et puis ça permet aussi qu'on consomme local. Hein? Ceux qui attendaient c'est pas des champagnes, des trucs qui ont un complexe d'infériorité incroyable, leur eau, leur parfum, tout quoi vient de l'Occident ou de l'Orient. On a quand même pu manger nos bâtons de manioc, le beignet à haricots, le toletti et tout ça. Et puis on n'est pas mort. D'ailleurs, le Made in Cameroun a vraiment prospéré. C'est les bonnes leçons que je pense, si on peut faire un premier bilan de cette pandémie, comme quoi derrière chaque difficulté, il y a toujours une opportunité. On va revenir sur les opportunités. Alors, tout à l'heure, on parlait un peu de l'attitude des collaborateurs, des employés et des employeurs. J'ai envie de demander, est-ce qu'il faut les coacher ou ils ont besoin du développement personnel? Ils ont besoin parce que, et là, en début d'émission, tu disais, un collaborateur, un employé qui est viré de façon objective, c'est-à-dire
peut-être l'entreprise, prenons restauration, pendant 3 mois, il y a 0 client. Il n'y a pas de client. On ne prépare pas, on ne vend pas. Là, non, sincèrement. Et c'est là où il a besoin d'être accompagné, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est là où le coaching maintenant entre. C'est essentiellement l'accompagnement. Il faut qu'il soit accompagné. Et c'est quoi? C'est l'écoute. C'est de démontrer à cet employé qui a le potentiel qu'une porte s'est fermée, mais ne te focalise pas sur la porte fermée. Essaie de tourner un peu le regard. Peut-être il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Parce que la plupart du temps, dans une relation, si la relation s'arrête, on a toujours peut-être tendance à être nostalgique. Avant, c'était bien. C'est pour ça que vous voyez, dans le véhicule, le rétroviseur est là pour regarder de temps en temps. C'est-à-dire qu'on doit regarder le passé. Mais si tu conduis ta voiture en regardant exclusivement le rétroviseur, tu feras un accident. Donc, pour dire que le coaching est assez intéressant. Et pendant cette période, on a beaucoup accompagné nos clients, comme j'ai dit, de façon peut-être bénévole. Parce qu'on était conscient aussi qu'ils étaient en difficulté. Et c'est une démarche qui est très professionnelle. Rien ne veut te rassurer que c'est des techniques, c'est des pratiques qui ont vraiment fait leur preuve. Maintenant, je sais qu'il y a un débat sur la pertinence, la prolifération et tout, je ne sais pas. Il faut déjà nous dire, c'est quoi? Je ne veux pas, ouais. N'allons pas plus vite. Voilà. Je sais que sûrement tu vas m'embêter avec, parce que tu ne crois pas peut-être au coaching, c'est pas grave. Il faut déjà nous expliquer, c'est quoi le coaching? Okay. Dites-nous concrètement, c'est quoi le coaching et plus loin le développement personnel? Bon, prenons le développement personnel. Le développement personnel, c'est un terme générique où il y a tout. Et c'est pour ça que, avec toute ta bienveillance, je sais, tu vas me taquiner sur ça. Tu n'es pas méchante, mais c'est un terme générique où il y a un peu de tout et puis c'est mélangé. Mais c'est aussi par rapport à la pluridisciplinarité de ce domaine. Ça fait qu'on a du mal à définir. Ma définition n'est pas une parole d'évangile. Ce que je vais dire, ce n'est pas que c'est ça. Bon, peut-être parce que c'est Roland Koeman, mais ma compréhension du développement personnel, c'est un ensemble de pratiques qui permettent à l'individu de pouvoir mieux se connaître. Donc, premièrement, la connaissance de soi. Après, il y aura l'estime de soi. Et un ensemble d'autres potentiels qui, avec le développement personnel, ça te permet de ressortir la meilleure version de toi. Et ça te permet déjà sur le plan individuel de te réaliser, mais aussi beaucoup plus sur le plan professionnel. Pour le cas de mon cabinet, j'axe beaucoup sur l'accompagnement professionnel parce que j'accompagne les organisations. Mais il y a souvent des personnes qui demandent à être accompagnées individuellement. Ce que je fais, parce que j'ai quand même une dizaine de jeunes que j'ai formés, d'autres que je n'ai pas formés, mais qui ont décidé de me considérer comme un parrain, et je fais des recommandations. Et ils sont très satisfaits. Donc, il y a ceux qui sont dans tout ce qui est accompagnement personnel. C'est-à-dire, Oriane vient me voir, elle me dit, bon, j'ai tel challenge, tel. Elle peut venir dire, j'ai du mal à motiver mes collaborateurs. J'ai tel niveau de responsabilité au niveau de l'entreprise. J'ai aussi une responsabilité au niveau de l'église. J'ai une responsabilité au niveau de la famille. Mais j'ai du mal à mobiliser mon équipe. Elle est humble. C'est-à-dire, tu peux être une journaliste compétente, mais avoir des difficultés. Bon, je vais donner un autre exemple, parce qu'on est dans le journalisme. On peut être rédacteur en chef. On te nomme rédacteur en chef parce que tu es extrêmement compétent comme journaliste. Mais ta rédaction, c'est la catastrophe. Tu es exécrable. Je ne parle pas d'Oriane parce que je ne connais pas. Mais exécrable sur le plan humain, c'est ta rédaction, tu parles du n'importe. Non, fais attention. Je donne encore un autre cas banal. Les chorales. Je me rappelle ma paroisse à Moliko à Boya. On avait un jeune qui dirigeait la chorale très dynamique. Quand il était président, cette chorale avait plus de 60 membres. Il a fait ses 3 ans de mandat. Il est parti, après on a mis un professeur d'université, c'est qui a gagné l'élection. La chorale n'était même plus 15. Tout le monde est parti. Imagine. Et le seul jeune était chômeur. Avait à peine haut level. Il avait le BPC haut level. Et s'est débrouillé, fait call box et tout. Mais la chorale, pendant son mandat, quand les gars chantaient,
Les dimanches, là, tu veux seulement aller à la messe. Et puis on met professeur d'université. Je ne parle pas anecdote, histoire réelle. En moins d'1 an, la chorale, quand on a, puisque j'étais présent des hommes catholiques, et c'était ma part, donc du coup, quand je regarde de près, j'ai vite compris leadership. Le professeur d'université a cru que, non. Il parle aux gens n'importe comment. Ouais, il parle n'importe comment. Et le c'est le bénévolat. Ah, on ne parle pas, tu dois être humble. Le gars, le colberceur là, il connaissait la maison de tous les choristes. Quand l'enfant est malade, ma sister Nahana, for Pikin, tout ça, il est là. C'est le gars qui est serviable. C'est le gars qui est disponible. C'est la chorale. Toi, professeur d'université. Mais ça ne veut pas dire que le professeur d'université ne pouvait pas faire ça. On peut être professeur d'université et être excellent. Mais sauf que le professeur d'université ne te donne pas le titre de leader. Tu vois la définition de qui est un leader. Ça n'a rien à voir avec des titres, des fonctions et des diplômes. C'est un cas concret. C'est valable maintenant pour ton. Tu dis, j'ai ce poste, mais je pense que j'ai du mal à mobiliser mes gars. Et là, tu peux voir un coach qui va t'accompagner parce que tu as déjà identifié le besoin. C'est toi qui dis, j'ai telle difficulté. D'autres, c'est la prise de parole en public. Ils ont du mal à parler. D'autres, ça peut être même l'habillement. Comment s'habiller? Là, ça peut Roland Coleman. Il y a des spécialistes. D'autres, comment se maquiller? C'est le coaching. C'est tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on complique. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont compris ce que je dis en français facile. Toi, ça peut être un espace en communication. Je suis un peu passé. Là, c'est le coaching ou c'est le développement personnel? Non, ça, c'est le coaching. Voilà. C'est le coaching. Le coaching, le développement personnel, c'est beaucoup plus, comme j'ai dit, découvrir la meilleure version de toi. De soi. Voilà. Donc, on comprend que c'est deux expressions différentes, le coaching et le développement personnel. Oui. Comment on devient coach? Merci. Il y a ceux qui passent par des programmes de certification. Aujourd'hui, les universités ont déjà lancé des masters et tout. Voilà, il y a des masters et tout. Wow. Mais il y a aussi des grands instituts de formation vraiment américains qui ont des programmes de certification. Donc tu pars, et c'est des montants énormes, 2, 3, 4 millions de formation. Et là, tu as la certification. La certification. Nous-mêmes, on lance notre certification en septembre, les programmes de certification. La différence entre ce que nous on fait et peut-être les autres, c'est que 90% de nos enseignements sont inspirés par la sagesse et les proverbes africains. Donc, c'est endogène. Il y a la culture, la tradition africaine. Parce que c'est un concept de l'Occident. C'est-à-dire, quand je vais en France, faire une formation donnée, accompagnée, les exemples sont différents. Maintenant, il y a des valeurs universelles, la ponctualité, le professionnalisme et tout. Mais cependant, il y a un ancrage culturel incroyable. C'est-à-dire, si un occidental vient ici, à STV, et il veut vous accompagner, fait un truc, il y aura quelque chose, there will be a missing, local content. Il y a ce parfum, cette couleur, cette saveur locale qui peut manquer. Et c'est le combat que je suis en train de mener au niveau de Go Ahead Africa, de lancer des programmes de certification 100% africains. Parce qu'on a eu la chance d'être des coachs à l'international. Parce que si on peut aujourd'hui donner le coaching aux Américains, aux Asiatiques, aux Européens, aux Africains, il est temps pour l'Afrique de pouvoir. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il y a le programme de certification. Au moins 4 grands instituts américains qui vraiment offrent les programmes de certification. Donc, quand tu as cette certification, tu peux représenter la marque et selon leur méthodologie. Donc, comme je dis, nous, on lance pour nous en septembre. C'est pareil pour le développement personnel ou chacun... Maintenant, le développement personnel, la vérité, c'est que au niveau du Cameroun, c'est comme ça. Chacun... Mais ce qui est intéressant, c'est que rapidement, on saura, si tu peux. Et ceux qui sont comme ça, on ne peut pas aller en entreprise. L'entreprise, non, ça n'arrive pas. Parce que c'est une relation de confiance, mais de compétence incroyable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'entreprise, ce qui est bien l'entreprise, ça ne ment pas. Parce que s'il te dit que c'est toujours lié au chiffre d'affaires, c'est ça qui est intéressant avec l'entreprise. C'est ça que j'aime beaucoup. Parce qu'on a des indicateurs de performance et on peut mesurer. Le gars, il te dit, ma force de vente est démotivée. Donc, montre-moi un programme où je veux qu'on consolide la cohésion, mais surtout où je veux que les gars aient des niveaux de performance X. Quand on parle de performance, donc c'est un impact. Parce qu'il y a plusieurs types de performances. Il y a la performance sociale,
la performance économique, mais beaucoup plus la performance économique et la performance organisationnelle. La difficulté que ton entreprise peut avoir, c'est parce que l'organigramme n'est pas bien. Donc quand je regarde l'organigramme, je dis, oh, prenons le cas par exemple, et là ça sera peut-être l'une des rares fois, il est calme. On a vu souvent que le président et le DG, toujours conflit. On a beau changer, tout simplement, ça peut s'expliquer que peut-être les textes sont tels que les gars vont tout bagarrer. Tu mets même 2 anges là-bas, ils vont bagarrer. Et c'est là où on parle de la performance organisationnelle. Et donc voilà 3 types de performances. Mais où nous actons le plus, où c'est la performance économique, c'est-à-dire le mec, il sait qu'il investit tel montant pour former son équipe, mais à la fin de la journée, il va voir, c'est-à-dire, est-ce que le chiffre, et même les collaborateurs vont dire, waouh, il va voir l'ambiance, le niveau de collaboration, moins de conflits, et même le bien-être, parce qu'il y a un bien-être réel. N'oublions pas, nous passons plus de temps en entreprise qu'à la maison. Plus de temps en entreprise. Et du coup, si l'entreprise, tu es mal à l'aise, s'il y a des conflits, tu n'aimes pas ton chef, tes collaborateurs ne sont pas contents et tout. Donc, c'est des petites choses que nous faisons et tout. Donc, pour répondre, je dirais que très sincèrement, tout le monde et surtout les organisations ont besoin d'être accompagnés. Maintenant, les jeunes qui se lancent dans ce domaine, formez-vous. Si vous avez les moyens, peut-être faites des certifications parce que bon, nous sommes encore dans une société où le diplôme compte, mais aussi, ayez aussi l'humilité de continuer à apprendre parce que les leaders sont les apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent d'avoir des performances. Donc, coacher, c'est pas parler bien parce que d'autres confondent. Parce que moi, je passe à la télé et je passe, ça n'a rien à voir. Alors là, rien à voir. Rien à voir. Encore que certains coachs ont des Français quand même qui font douter quand même. Alors, est-ce qu'on peut dire coach en développement personnel? Parce que ces expressions-là m'embarrassent un peu. Je sais. Oui, bon, pour moi, j'ai pris un créneau spécifique sur le leadership et le management. Oui. Le leadership et le management. Bon, pourquoi le leadership? J'ai quand même eu cette chance de diriger la plus grande association des jeunes dans le monde. Voilà, donc on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est clair, quand vous avez eu le parcours que j'ai eu, c'est une organisation qui est essentiellement une organisation de leadership, donc à être là-bas, donc voilà. Et c'est une organisation qui forme les jeunes à être les meilleurs leaders, donc voilà. Deuxièmement, le management, parce que tu as vu mon parcours est orienté à l'entreprise, a toujours été au niveau de l'entreprise. Moi-même, je suis chef d'entreprise depuis plus de 22 ans. Donc, à partir de là, des conversations. J'ai d'abord fait l'entreprise. J'ai eu un parcours d'entreprise avant de créer mon entreprise. Donc, je peux rapidement me mettre à la place de l'employé. Je peux aussi me mettre à la place d'un DG qui a été country manager. J'ai été country manager. Je peux me mettre à la place du chef d'entreprise. Parce qu'on peut condamner, mais je suis chef d'entreprise aussi, donc je peux comprendre parce que j'ai porté cette chaussure. Maintenant, je peux parler du bénévolat parce que toute ma vie, 70% de mon CV en réalité c'est le bénévolat. Jeune chambre, c'est les bénévoles. L'association des hommes catholiques, j'étais président national, c'est les bénévoles. Tout ça, donc je suis passionné. Accompagner les jeunes, c'est les bénévolats. Si je peux parler de la famille, oui, je suis marié depuis 17 ans. 18 ans. Ma femme va se fâcher, enlever 1 an. 18 ans. Donc je peux expliquer. Est-ce que je peux parler des enfants? Oui, j'ai des enfants. Et j'ai une fille malade. Donc je peux. Là, ce n'est pas des écrits, c'est des réalités. On peut expliquer. Et c'est là où, maintenant, les aspects théoriques rencontrent la pratique. Tu peux mieux accompagner. C'est pour ça qu'il dit à tous les jeunes qui veulent se lancer, il y a la théorie. Mais il faut aussi avoir un vécu pour pouvoir avoir la prétention de vouloir accompagner. Ce n'est pas forcément bien parler, même bien parler français, ne te fais pas toi encore bien parler anglais. Il y a des candons. Pour que je revienne encore, qu'on me souvienne, pour ceux qui vont vouloir faire des études, du moins une certification, il y aura la psychologie. Donc, il y aura l'andragogie. L'andragogie, c'est l'apprentissage des adultes, c'est-à-dire la façon que je parle à un adulte. C'est pour ça que le professeur d'université, lui n'a pas fait andragogie, il fait pédagogie. Parce que c'est là. Mais l'andragogie, non. Puisque quand j'accompagne quand même le DG de la plus grande entreprise de mon pays, alors que tu peux te dire, mais Roland, il a 12 employés, comment il peut parler à quelqu'un qui a 5-6 000 employés? Parce qu'il y a une technique, ça s'appelle l'andragogie. Mais enfin, il y a la communication.
Donc pour moi, pour les programmes, c'est ceux qui veulent faire les programmes, vous voyez qu'il va y avoir 3 piliers pour pouvoir être certifié. Il faut avoir une bonne maîtrise de la psychologie, une bonne maîtrise de l'andragogie, comment former les adultes, comment parler aux adultes, et une bonne maîtrise de la communication. Je suis d'accord que si tu viens communiquer, tu dis à un coach, quand on le veut pas, l'aspect physique, ça compte. Tu ne peux pas dire un coach, on voit, tu n'es pas bien rasé, tu n'es pas propre, on commence parce que voilà, malheureusement, l'apparence, ça compte. On dit, mais il veut venir donner ce qu'il n'a pas. Comment? Puisque le principe voudrait que une photo, si je te montre une photo de groupe où on est 15 et tu es sur cette photo, si je te remets la photo, Oriane, la première image que tu cherches, tu sais c'est qui? C'est ta image. Et si c'était le plus grand photographe du monde qui a pris la photo et qu'on t'a caché, tu diras que la photo n'est pas bonne. Et tu as raison. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un coach puisque vous appuyez sur des proverbes africains, donc c'est en bref ce qui nous entoure, on ne nous dit rien de nouveau. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir un coach Non, on a besoin. Maintenant, si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin. C'est comme le médecin. C'est toi qui dis que tu ne te sens pas bien, tu parles avec le médecin. Non, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Sincèrement, qui n'ont pas besoin. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires. Moi, j'aurais pu profiter de cette plateforme pour dire non, on a besoin. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, je veux aussi dire, moi, il y a des gens qui viennent me voir et disent on ne peut pas travailler. Je refuse aussi. Parce qu'il y a une question de valeur. Parce que la plupart du temps, il y a certaines choses d'entreprise qui sont le problème de leur entreprise. Comment je vais travailler avec toi? C'est-à-dire, ils viennent te voir, mais Roland, coach vraiment, et je parle de 3 grands clients qui m'ont vu. Et après 2 entretiens, je comprends quel est le problème. Ce n'est même pas ses employés. Du coup, je dis, bon, vraiment, merci, ça c'est pas possible. Bon, parlons maintenant de la prolifération de cette... vraiment, tout le monde est coach maintenant. Tout à fait. Il y a des coachs partout. On est coach en tout. C'est-à-dire que il y a ceux qui vont nous dire à nous, les femmes, n'acceptez plus que les hommes vous parlent n'importe comment. Ouais. Parce qu'une femme, ça doit être... et des femmes qui se font cogner après, en face. Vraiment, c'est quoi le problème des coachs? Vraiment, je préfère le dire comme ça. Bon. Pourquoi cette prolifération? Si je comprends bien, Oriane a un problème sérieux avec la prolifération des coachs. Oui, tout le monde est coach maintenant. Ouais. Tout le monde est coach. Et depuis la venue des TIC avec les smartphones, dès qu'on branche, on connecte son téléphone, on se met à parler. Tout le monde est coach. Tout le monde fait le direct. Oui. Non, je pense que c'est un peu comme les églises. Tu n'as pas vu la prolifération des églises? Mais maintenant, il y a les chômages techniques aussi, voilà, beaucoup. Il y aura beaucoup d'adeptes. Il y a église et église. C'est tout ce que je peux dire. Ne compte pas sur moi pour tirer sur mes jeunes frères. Et je pense que tu es peut-être la 2e ou 3e journaliste et je dis je ne veux pas répondre. Quand il dit c'est pas que mais j'espère que tu vas comprendre ma démarche. Je ne veux pas venir ici et me mettre à tirer sur eux. On dit, ah mais Roland, comme lui il a tous les gros clients, maintenant il ne veut pas. Par contre, j'ai passé un message, j'ai dit à ces jeunes, ne croyez pas que c'est la facilité. Que parce que tu as mis les lunettes, tu as pris le téléphone, je suis d'accord, tu as parlé, tu es devenu, et tu donnes des conseils aux femmes, tu donnes des conseils, parce que tu as lu la Bible 2, 3 fois, tu es pasteur. Il y a des gens qui partent au Nigeria, une semaine, ils ouvrent son église. Bon, peut-être parce que je suis catholique, mais on voit combien d'années il faut pour être prêtre. Donc, pour dire encore, et c'est pour ça que je ne veux pas être un donneur de leçons, parce que en le disant, ce n'est pas de moi que tu parles, parce que mes références sont claires. Et qui j'ai comme client. Mais ce que je dis, mais si je tire aussi, je te suis dans cette démarche, à la fin, après, on va m'insulter, on va aller sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il allait à la télévision, comme lui peut passer en entretien, il dit que ceci, il dit cela. Mais la vérité, c'est que ces jeunes, il y a beaucoup, il y a une prolifération. Tu as utilisé le mot, c'est ça le mot. Maintenant, à ces jeunes et ceux qui viennent vers moi, ils savent, j'ai dit qu'il faut qu'ils rentrent à l'école. Ils peuvent chercher des certifications parce que c'est un métier. Et ça, avec une méthodologie, un niveau de rigueur. Ce n'est pas parler bien. La preuve, est-ce qu'ils pourront aller où il y a l'argent, c'est en entreprise. Ce n'est pas les 2 balles là et tout. Où il y a l'argent. Mais comment tu fais pour accompagner, même venir à STV, accompagner STV.
avec des profils comme vous, comment ça va se passer? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certification, un ensemble, que toi-même tu es roulé et que tu justifies, que tu es un CV et que ce soit aussi en entreprise. Sinon, ça sera tout le jeu. Mais n'oublie pas, ils sont aussi frustrés. Ne va pas parce qu'on passe à la télé, là, on est propre, on rit là. Et les gens, donc il faut faire attention, le bling-bling. Et ça, c'est mon message à ces jeunes. Ceux qui ont compris vont comprendre. C'est pour dire, chers jeunes, vous suivez la journaliste, elle dit il y a une prolifération. Et tu ne fais que faire un constat. Tu as fait tes enquêtes, tes recherches, tu es fatigué. Et je me rappelle, il y avait un matin quand même qui m'avait aussi interpellé. Mais Roland, vraiment, je suis fatigué, je ne veux même plus ça à ma radio, les trucs, il y a du n'importe quoi. Et puis j'avais tenu le même discours. J'ai dit, viens, matin, assois-toi. Tu penses que c'est moi, Roland, quand même? Je vais commencer à tirer sur ces jeunes. Par contre, parmi eux, il y a des jeunes qui veulent écouter, qui veulent apprendre. C'est comme dans le monde des journalistes. Il y a du tout, je suis d'accord avec vous. Donc, peut-être j'ai une responsabilité, mais je ne peux pas forcer parce que nous sommes quand même dans un marché libéral. Hein. Mais sauf que le marché va rapidement décider. Quand le marché va décider, comment tu vas t'en sortir si tu n'as pas de clients? Et tu ne peux pas avoir des clients qui peuvent véritablement te payer si tu n'es pas sérieux, si tu n'as pas de référence. C'est pour ça que certains jeunes que j'accompagne sont en train de monter en puissance. Ce que j'ai demandé à ces jeunes, c'est de commencer peut-être au niveau des associations, former là-bas. Parce que c'est aussi le learning by doing process. Prendre la main, se former. Et souvent, certains de mes séminaires, être là, regarder comment on fait, monter. C'est des processus qui peuvent prendre 2, 3, 4, 5 ans. Et là, tu montes en puissance. Et tu peux commencer. C'est ça. Maintenant, si c'est parce qu'il y a le téléphone Android, je suis d'accord, tu te lèves le matin, tu te coiffes bien, tu as lu un truc, tu te mets à réciter hors contexte et tout. Tu dis, bon, maintenant, peut-être spirituellement, tu es très fort. En un mois, tu es pasteur. Alors que d'autres te tapent 15 ans d'études. There is a problem. Donc, à partir de là, le message, à partir de ta question, c'est de dire à ces jeunes, parce que c'est beaucoup plus des jeunes, allez vous former. C'est un métier formidable. Vous pouvez gagner votre vie, mais soyez sérieux. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La psychologie, soit vous rentrez peut-être à l'université de droit, là, vous faites psychologie. Il y a des cours en ligne. L'andragogie, vous le faites. Mais surtout aussi la communication. Donc pour moi, vous le faites. Mais non, pour ceux qui, un ingénieur qui est passionné, j'ai un ami comme Thierry Niamen de Tanti. Il est passionné, Cyril Bojico, que j'accompagne. Ils aiment bien. Cyril est venu vers moi. En fait, j'aime bien et tout. J'ai dit, mais ça tombe bien. Toi, une autre possibilité, prends une certification, ce qu'il est en train de faire. Et comme il est chef d'entreprise, quand il parle aux autres chefs d'entreprise, il peut parler parce qu'il est chef d'entreprise. Je ne parle pas de journaliste, c'est-à-dire, comme il est passionné par tout ce qui est accompagnement, il aime bien, il peut parler à d'autres chefs d'entreprise. Il peut parler à des étudiants de MBA sur des modules spécifiques. J'ai un autre ami, ingénieur, qui allait faire un MBA et qui a fait un programme aussi d'accompagnement. Ingénieur en télécom, mais passionné. Mais là, quand le gars, il a pris ce diplôme-là, il revient, il a 15 ans de parcours de chef d'entreprise. C'est crédible, c'est solide. C'est tout, c'est ce que je peux dire. Chers jeunes, allez vous former. Hein? Suivez le parcours, certifiez-vous si vous avez les moyens. Et très bientôt, d'ici septembre, nous lancerons des programmes de certification. Donc vous pouvez venir au niveau du cabinet avoir votre certification. Et ne plus nous raconter n'importe quoi. Oui, surtout pas. Parce que du coup, vous avez vu, il y a en termes de perception et la réputation, c'est un peu comme la prolifération des églises. Donc c'est un gros débat. Voilà. Mais je pense que le marché va décider. C'est ça qui est intéressant. Parce que si tous les jours tu te filmes, tu fais et tu n'as pas 5 francs, comment tu fais? On va dire, mais le mec, voilà. Mais si, par contre, parce que la finalité, c'est d'accompagner des entreprises. C'est là où il y a l'argent. Donc, Roland Kwemena a beaucoup d'argent. Il est également, non, je ne suis pas pauvre. Il est également auteur d'un livre autobiographique, oui. The Impact of One. Ouais. Bon, on sait que vous n'êtes pas très âgé, mais pourquoi écrire un livre autobiographique? Bon, en 2010, j'ai eu l'opportunité d'être président mondial de la Jeune Chambre. Et à la fin de ce mandat, beaucoup de membres m'ont dit, Mr. President, we're like very impressed by the speech, parce que j'ai la chance de parler un peu bien.
Et durant le mandat, mes discours étaient beaucoup plus inspirés. Je ne lisais pas, ce n'était pas des discours. Et beaucoup, à la fin, quand il y avait des speeches, mais il n'y avait pas de speech écrit. Je parlais du fond du cœur. Je parlais vraiment de... Et là, beaucoup m'ont dit, il faut écrire un livre, il faut écrire un livre. Et c'est là, 2 ans après, il y a quelque chose qu'on le fait, c'est-à-dire tous les lundis matins, la plupart du temps, le président mondial de la Jeune Chambre fait une publication, ce qu'on appelle beaucoup plus le message de motivation de la semaine. Il donne le tempo. C'est des petites histoires très inspirantes que tu... Et j'ai continué à toujours écrire, même quand je n'étais plus président. Mais beaucoup me demandaient le livre. Et je me suis dit, je peux écrire sur quoi? Je n'avais jamais pensé être auteur. Et beaucoup ont dit, mais raconte ton histoire, les anecdotes de cette présidence, des petits trucs, des petites formules que tu viens écrire. Et voilà comment on va compiler. Et je me suis dit, une première partie, j'ai dit, bon, je fais un livre autobiographique. Je vais parler un peu de moi, un peu de la Jeune Chambre, mais surtout aussi, quelle est la vision que j'ai de mon parcours, de l'enfant de New Bell, Moutingene, et être le premier noir à diriger une organisation qui a 90% occidental, oriental, de Boya, parce que moi je ne suis pas si c'était de Paris, de New, si c'était la diaspora, mais c'est quand même du Cameroun, et de Boya que je deviens président. Je pense que c'est une belle histoire qui mérite d'être peut-être couchée dans un document, et voilà. Donc voilà ce qui m'a motivé, c'est vrai, le livre a été écrit, bon, c'est vrai, les autobiographies, la plupart du temps, c'est des personnes troisième âge et tout, c'est comme des mémoires, mais je me suis dit, et celui qui m'a vraiment aidé, paix à son âme, Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre du Togo et secrétaire général de l'OEA, c'est lui qui me dira, parce qu'on s'est rencontrés en août 2010 à Lomé, c'est lui qui, lui aussi, me dit, il faut penser écrire. Et il m'a offert 3 de ses livres. J'ai dit, écris. Il m'a dit, pourquoi pas? Parce qu'il m'a impressionné par mes histoires, les années, parce qu'il m'a vu à la télévision togolaise, une émission comme la tienne et tout, et il a demandé à me rencontrer, c'est comme ça qu'on se voit, et je me dis, bon, si lui demande, tout ce que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il va accepter préfacer ce qu'il a fait? Et voilà, si Edem Kodjo, pour ceux qui le connaissaient, m'a encouragé à faire un livre autobiographique, je n'ai pas hésité. Mais une chose est sûre, après ce livre, il y aura tellement de livres, puisque j'ai au moins 3 livres déjà prêts, mais qui touchent vraiment le management, la motivation, l'entrepreneuriat. Tout est prêt. Avant la fin de l'année, le 2e livre va sortir. Donc voilà la motivation derrière le livre autobiographique, mais qui n'est pas seulement autobiographique. Donc il y a une partie de mon enfance, il y a une partie de mes activités d'entrepreneur social, il y a une partie de la Jeune Chambre, et puis une partie de la vie après la Jeune Chambre. Quand on a été président de la Jeune Chambre, qu'est-ce qu'on devait? Parce que ça revenait. Donc voilà les quelques parties qui sous-tendent. Et la 4e partie est maintenant ce qui m'inspire à faire la suite. Parce que beaucoup, quand ils le lisent, c'est les petites formules que j'ai. Bon, il y a la partie des anecdotes de rencontres des dirigeants du monde, d'autres, mais beaucoup, au moins 60%, c'est toutes ces petites formules, 4D, 5D, ceci, baromètre de succès dont j'ai parlé, ou les formules arithmétiques, des petits trucs comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, peut-être la suite serait un autre livre avant la fin de l'année. Mais parlez-nous déjà des clés du succès. Vous parlez également des clés du succès. Oui, j'aime beaucoup parler des 5D. J'ai des petites formules comme ça pour que les gens retiennent. Parce qu'on est dans un environnement où on a tellement d'opportunités et des choses, il y a tellement de chaînes où il faut être... C'est pour ça que le livre, c'est à peine 150 pages. C'est pas trop gros, c'est pas savant, français facile. Donc, les 5 D de succès, c'est le désir. Le premier D, c'est le désir, cette volonté de réussir. Ça commence par le désir. Le 2e D, c'est la décision de passer à l'action. Tous les hommes et les femmes que nous célébrons et qui sont des modèles ont été des hommes et des femmes d'action. Donc il n'y a pas de succès sans action. Le 3e D, c'est la discipline. Donc il faut vraiment être discipliné. Et le 4e D, c'est le dévouement, donc la passion. Soit tu fais ce que tu aimes, ou alors tu aimes ce que tu fais. Donc la passion est au centre de tous ceux-là qui ont réussi. Et le 5e D, c'est la détermination pour dire que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été facile hier, ce n'est pas facile aujourd'hui, ça ne sera pas facile demain. Mais surtout, il ne faut pas abandonner, never give up. Donc voilà quelques petites formules que j'ai développées comme ça dans le livre et voilà. Moi, avant qu'on ne termine cette émission, moi je voudrais quand même qu'on parle du leadership. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour être un leader? Merci. Ouais. Ça c'est le plus
beau cadeau. Parce que depuis, on n'a pas... Mais là, tu sais, ça, c'est mon dada. Je veux d'abord rassurer tout le monde. Et je veux d'abord définir ce que c'est qu'un leader. Un leader, selon modestement Roland Koeman, est toute personne qui inspire, qui motive, qui influence, mais surtout qui est au service des autres. Dans cette définition, on verra que le leadership, c'est être au service. Et que, j'ai dit, toute personne, il ne faut pas confondre leadership et titre. Ouais. On peut être rédacteur en chef et ne pas être un leader. On peut être ministre, ne pas être leader. On peut être un maire, ne pas être leader. On peut être président de la République, ne pas être un leader. Ça, c'est des titres et des fonctions. Ça ne fait pas de nous automatiquement un leader. Comme on peut être président, ministre, maire et être leader. Donc, l'inspiration. L'inspiration, c'est notre attitude. C'est notre attitude, notre niveau de bienveillance, notre façon de parler aux gens. Permettre à ces personnes de te prendre comme un modèle, de vouloir te ressembler. La motivation, c'est que les actes que tu poses poussent les autres à agir. L'influence, c'est parce qu'il n'y a pas de leadership sans influence. Tu fais basculer à gauche ou à droite. Je t'ai parlé du jeune président de la chorale. Colboxeur, mais regarde l'influence qu'il avait. On était content d'aller dimanche à la messe. Il avait 60 membres. Et l'autre arrive, il y a moins. Et enfin, le service. Tout le monde peut servir. Le balayeur, le gars de la guérite, le gars de la sécurité qui m'a accueilli, qui dit, Mr. Roland, you have to wash your hands. C'est être au service. Il est un leader. Donc, vois-tu, Oriane, je n'ai pas parlé des titres et des fonctions. Parce que le commandement mortel, quand on parle des choses, quand tu as posé la question, c'est se dire, on va voir encore. Non, tout le monde peut être leader si ces 4 éléments sont rassemblés. Maintenant, il y a un modèle qui me tient à cœur pour maintenant le leadership sur le plan macro, des grands. Il n'y a pas de leadership sans vision. Si on te nomme directeur général à STV, quelle est ta vision? Tu es le maire de la ville, quelle est ta vision? Tu es le président de ton pays, quelle est ta vision? Et ensuite, le I, tu dois inspirer les collaborateurs et les parties prenantes à acheter et à s'approprier ta vision pour qu'elle devienne une vision commune et partagée. Sinon, ça va rester que ta vision. Et là, ça ne va pas marcher. Tu seras seul. Un leader n'est pas seul. Et enfin, il n'y a pas de leadership sans action. Vision, inspiration, action. Or, la plupart du temps, ce qui fait défaut au niveau du continent africain, c'est qu'il n'y a pas de leadership, ou il y a un déficit de leadership. C'est pour ça que nous avons le retard, le paradoxe, et ça a été mon entretien avec le Dalai Lama. Un continent très riche sur le plan des ressources naturelles, mais le plus pauvre, parce qu'on n'a pas compris que la plus précieuse des richesses, ce n'est pas le sous-sol, ce n'est pas l'or, le diamant, le pétrole, sinon l'Afrique serait le paradis, mais c'est les hommes. Et dans ces hommes-là, je mets 2 catégories où l'Afrique a échoué. Je parle des dirigeants politiques du continent africain. Ils ne font pas confiance aux femmes, ils ne font pas confiance aux jeunes. Et si on ne... Et là, le Rwanda, peut-être, ils ont compris le président Kagame. Il faut faire confiance aux femmes. Je ne dis pas parce que j'ai en face de moi une dame. Et faire confiance aux jeunes. Pourquoi? Parce que quand on parle de prospérité, de modernité, c'est lié directement à la jeunesse. Vous voulez des pays modernes? La modernité, c'est la jeunesse. Quand on parle de digital, on parle d'invention, de créativité. Serge Didou que vous avez reçu ici. Vous avez vu? C'est les jeunes. Un vieux ne peut pas faire ça. Le vieux, c'est l'expérience. Il nous guide, il nous donne le pas. Mais il n'invente plus. Parce qu'à un certain âge, c'est comme un arbre. Ça ne peut plus se plier. Vous voulez, ça va se casser. La pépinière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux jeunes et aux femmes. Et le continent africain a fait défaut. C'est pour ça que quand on regarde l'agenda 2063, je dis qu'il faudrait qu'on s'approprie cette politique de développement du continent, construit même d'ailleurs par l'Union africaine, mais malheureusement qui n'est pas divulgué. On parle beaucoup plus des ODD. Là encore, c'est global, c'est les Nations Unies. Mais l'Afrique a inventé, a conçu un plan de développement de maintenant à 2063, mais qui n'est pas divulgué et il y a 7 piliers essentiels
Et je pense que ça commence numéro 1 par la prospérité. J'ai du mal quand chaque fois on me parle de lutte contre la pauvreté. Parce que les mots ont un sens. Nous sommes des parents. Si tu dis à l'enfant cancre, malchance, imbécile, t'es feignant, l'enfant, si chaque fois il lutte contre la pauvreté, pourquoi ne pas parler de la prospérité? Pourtant on parle de la même chose. Pauvreté, tous les jours pauvreté, on lutte contre la pauvreté. Donc vous voyez, les vocabulaires doivent changer. Et pour moi, le continent africain paye le prix cash de son leadership. Le leadership est au centre de tout. Et là, je suis content de cette question et je peux vraiment m'engager en me disant on a un déficit en leadership. Et si on résout cette question de leadership, le continent va aller très très rapidement. Vous allez peut-être apporter la solution, puisque vous êtes expert en leadership. La solution, c'est la pépinière. Oui. C'est de commencer à investir sur les jeunes. Je veux dire, proposer cela on le fait. À qui de droit? On le fait, mais surtout investir sur les jeunes. Parce que c'est un travail, peut-être on ne voit même pas le résultat, mais il faut commencer. Et je suis convaincu qu'il appartient de commencer. J'ai dit, faites confiance aux femmes et faites confiance aux jeunes. Vous verrez, vous serez surpris par le niveau d'accélération du développement du continent africain. On va sortir rapidement une dernière question. On va parler de la Jeune Chambre internationale, puisque vous êtes là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle est un peu en perte de vitesse depuis que vous n'êtes plus là? Est-ce que combien de jeunes ont pu être comme vous aujourd'hui? Ah non, mais sur le plan, c'est une personne par an sur 200 000 membres qui deviennent président. Non. Mais après moi, il y a eu un Nigérian et actuellement le président est un Zimbabwéen. Donc vous voyez, l'Afrique monte et c'est tous les 4 ans. Tous les 4-5 ans. Et puis, c'est de 18 à 40 ans. Hein. J'ai 49 ans. Donc, je suis plus membre. Par contre, j'ai le devoir d'accompagner les jeunes. Maintenant, l'organisation sur le plan mondial est en train de se réinventer parce que même la crise Covid, on n'a eu aucune conférence de zone. Alors, la Jeune Chambre sur le plan mondial, c'est 5 grandes conférences. Vous êtes toujours membre? Oui, je suis membre à vie puisque... Voilà, mais je ne suis pas à 40 ans. Vous ne pouvez ni élire, ni être élu. Donc, vous prenez le recul. Et mon travail consiste aujourd'hui à accompagner, à conseiller, à être derrière. Parce qu'il appartient à chaque jeune et chaque promotion de vivre, de faire son expérience, d'apprendre, de faire des erreurs. Parce que l'expérience, c'est la somme des erreurs. Donc, mon travail, et la vraie Jeune Chambre, c'est après 40 ans. C'est-à-dire tu quittes l'organisation et tu commences ceux qui sont engagés en politique, business, ou dans les ONG. Donc moi, j'ai fait le choix de l'entreprise et de la société civile. Merci Roland Koumen, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci et puis voilà, merci pour l'invitation et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.